Les multinationales, on n'en veut pas. 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 Le pouvoir s'est approprié le Hirak en donnant le 22 février comme date anniversaire payé et férié. Comme d'habitude, un pouvoir assassin qui profite des bons sens des autres. Depuis 12 mois, un puissant mouvement populaire est en cours en Algérie. Chaque mardi et chaque vendredi, des millions d'Algériennes et d'Algériens envahissent pour exiger la fin d'un système où la répression et la dilapidation des richesses nationales sont sa seule feuille de route. Pacifique dans sa façon d'agir, le mouvement populaire n'est pas moins déterminé à la réalisation des aspirations de tout le peuple algérien, à vivre dans un pays où la liberté, la paix et la justice sociale ne seraient de vaines incantations. Ce mouvement fait peur aux dirigeants algériens qui usent depuis le 22 février 2019 de tous les moyens possibles pour étouffer ce réveil irrésistible de tout un peuple pour prendre son destin en main. Il fait peur également aux protecteurs des pouvoirs algériens qui sont succédés depuis 20 ans parce que ces derniers, en mal de légitimité populaire, furent dans l'obligation de rechercher un soutien à l'international en contrepartie de concessions majeures faites au détriment des intérêts fondamentaux de l'Algérie. Parmi ces contreparties se trouvent les richesses que regorge le sous-sol algérien. En effet, le pouvoir algérien a entamé dès le premier mandat de Bouteflika des tentatives de remise en cause des lois qui garantissaient la souveraineté du pays sur ces secteurs stratégiques. La première de ces tentatives fut la loi de 2003 relative à des dénationalisations du secteur de l'énergie concoctée des laboratoires conseils, des puissants groupes pétroliers, des USA, est porté par le représentant en Algérie, en la personne de l'ancien ministre de l'Algérie, Chekib Khalil, aujourd'hui en fuite. Il a fallu la réprobation, certes timide à l'époque de l'opinion publique algérienne, et surtout la ferme intervention du président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chavez, pour que Bouteflika daigne asseoir de cette loi. Vint ensuite la concession faite aux multinationales Total, Schlumberger et Halliburton pour l'exploration du gaz de schiste dans le sud algérien. Cette tentative fut mise en échec par la formidable mobilisation de la population à Ain Salah et d'autres localités sahariennes durant les années 2014 et 2015. Entre-temps, le 22 février 2019 est passé par là. Le pouvoir algérien, sérieusement mis en difficulté par tout le peuple, se remet à nouveau à la recherche d'une légitimité internationale. La récente visite du ministre français des Relations extérieures, Jean-Yves Le Drian, n'est probablement pas étrangère à la remise sur le tapis de la nécessité de recourir à l'exploitation du gaz de schiste sous prétexte que l'Algérie allait sans doute frapper par une crise économique. Avec le mouvement populaire en Algérie et nos amis des collectifs qui, par leur lutte des années 2011 et 2012, ont pu mettre en échec la tentative d'exploitation du gaz de schiste en France. Nous refusons que l'État français s'ingère dans la situation en cours en Algérie et de la plupart des autorités algériennes au profit du multinational Total. Et le retour de Total en Algérie signifie par nous la mise en œuvre de régions entières, le Sahara. Les effets dévastateurs des essais nucléaires pratiqués par la France en 1960 se ressentent encore aujourd'hui à Régal. Plus rien ne pousse dans cette région. Le sol est irrémédiablement irradié. Les cancers liés à la radiation sont encore constants
l'expérimentation et nous disons assez, assez, assez. Dire d'abord que nous sommes extrêmement reconnaissants au peuple algérien pour ce qu'il fait depuis un an, qui relance l'espoir qui a été allumé par la révolution tunisienne en 2011, et puis pas seulement l'espoir de la démocratie qui demande du temps à construire, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça fait rien, il y a cet espoir, et aussi l'espoir d'une vraie indépendance, pas seulement une indépendance sur le papier, mais une indépendance vis-à-vis des puissances capitalistes internationales, et cela pour nous, ça nous réconforte, ça nous réchauffe, donc je dis encore merci, et enfin voilà, nous sommes reconnaissants. Oh, si ça marche, excusez-moi. Alors, le gouvernement fait appel à Total pour relancer le système presque devenu traditionnel, c'est-à-dire on vend les richesses du sous-sol et au passage on s'en met plein les poches et on prétend que comme ça il y aura du développement pour tout le monde, etc. Mais nous connaissons la même chose. Total a vraiment une stratégie mondiale. On voit par exemple que Total prétend dans ses documents officiels être fidèle à l'accord de Paris sur la question du climat, hein, la conférence à Paris en 2015. Hein. Et donc, oui, on va respecter les objectifs de l'accord de Paris, prétendent-ils, c'est-à-dire ne rien faire qui pourrait augmenter les températures, la température moyenne de plus de 2 degrés. Mais en réalité, dans les documents destinés au cadre de Total, il est clair qu'ils font référence à des scénarios de développement de l'énergie qui aboutiraient à plus 3 degrés de réchauffement climatique. Donc Total nous ment, je dirais même nous ment totalement. Il y a le discours officiel et surtout ils ne veulent pas de loi contraignante, ça ils l'ont dit, et nous devons donc nous aussi lutter contre cette mainmise des multinationales avec les complicités qu'elles ont dans les gouvernements, dans notre gouvernement en particulier. Alors je voudrais un peu revenir sur les mensonges de Total, les mensonges ou les demi-mensonges. Par exemple, oui, non. Allô. On a des soucis de temps en temps, voilà. Bon, on va continuer. Total nous dit, on va mettre en avant le gaz, c'est l'énergie de l'avenir, c'est moins polluant. Ah oui, c'est vrai, quand on brûle du gaz, au lieu de brûler du mazout, c'est peut-être un peu moins polluant. Mais comme de toute façon, leur projet et leur réalité de Total, c'est de continuer à développer la motorisation avec les énergies fossiles, de toute façon, ils vont continuer à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et il faut dire aussi que pendant qu'ils font de la publicité sur le GNL, le gaz naturel liquéfié, ils se gardent bien de nous dire que ce GNL est fait en grande partie avec des gaz de schiste. Et d'autre part, ils continuent à augmenter leur production de pétrole de 8% par an à l'échelle mondiale. Donc nous avons affaire à une puissance qui se moque des lois, qui se moque de ce que pensent et de ce que veulent les peuples. Et en tant qu'association Attac, nous faisons partie d'une campagne surtout européenne, une campagne en direction de l'ONU qui s'intitule « Des droits pour les peuples et pour l'environnement, des règles pour les multinationales ». Mais nous savons très bien que cette campagne, ça va lentement et que ce qui peut débloquer les choses, c'est la mobilisation des citoyens. Donc je vais passer la parole à nos amis de 2 départements français qui ont mené il n'y a pas longtemps une lutte contre les gaz de schiste et qui vont vous apporter aussi leur soutien et raconter comment ils s'y sont pris. À vous. Merci. Alors, je suis Christophe, donc du collectif 07 Stop Gaz de Schiste, et nous sommes venus avec mes camarades Annie Dugard et un membre de la commission scientifique des collectifs français contre les gaz de schiste. Donc Jean-Claude, un hydrogéologue. Nous avons lutté pendant 7 ans
contre des projets d'hydrocarbures en France et en Rhône-Alpes, en PACA, en Occitanie. Donc cette lutte de 7 ans nous a obligés à une collaboration entre les collectifs de ces régions afin de faire échec à ces projets désastreux pour l'environnement, pour la santé, pour l'économie des régions dans lesquelles ils allaient se produire. Donc il nous a fallu aussi lutter énormément contre la désinformation des gouvernements, des politiques et des multinationales. Il nous a fallu informer, sensibiliser, expliquer en quoi ces projets étaient désastreux. Une fois que l'on a pu réaliser cela, la mobilisation a été plus facile et nous avons pu obtenir des résultats. Donc bien sûr, le contexte économique en Algérie et en France, le contexte économique des gaz de schiste, le contexte administratif n'est pas forcément le même. Toutefois, il y a des constantes, des populations qui s'opposent à ces projets désastreux, qui s'opposent à ce que des multinationales, pour leur profit, soient prêtes à détruire l'environnement, la santé et l'économie des populations concernées. Donc ces populations, partout dans le monde, de plus en plus s'opposent à cet état de fait. D'autant qu'il y a une urgence climatique. Selon le GIEC, a laissé dans le sous-sol une grande partie des hydrocarbures. Donc là, il n'y a pas à tergiverser. Commençons déjà tout de suite par les projets les plus désastreux. Il est important aujourd'hui d'initier une transition énergétique qui soit écologique et solidaire. Donc ceci implique un partage des ressources et des richesses. Ceci implique une justice sociale et environnementale. Aujourd'hui, on ne pourra pas éviter un effondrement total si on ne donne pas un minimum d'équité en termes d'environnement, en termes de social. Il est important aujourd'hui donc que les multinationales et la finance ne puissent plus prendre le pouvoir et que ne puissent plus prendre le pouvoir sur les populations pour simplement quelques intérêts financiers particuliers. Aujourd'hui, nous devons partager et nous devons regarder l'avenir assez loin et voir ce qui est bon pour les peuples. Et nous, les Ardéchois, nous sommes venus, les Gardois, dire non, non, non à Total, aux multinationales et à la finance. Alors moi, je vais être obligée de lire, alors ça va être un peu compliqué. Je viens pour représenter les collectifs du Gard qui, depuis le début des combats, avec nos amis ardéchois, parce que nous sommes très proches, nous essayons de soutenir tous les collectifs, qu'ils soient nationaux ou dans les pays autres. Il est sûr que nos collectifs ont eu un mode de fonctionnement qui a permis de réunir des gens très différents, avec des opinions très différentes, mais unis sur le gaz de schiste, et ça c'est très important. Après, chacun de son côté peut avoir ses propres opinions ou politiques ou associatives. Il faut que les gens arrivent à se réunir et à vraiment faire comprendre au gouvernement que c'est un problème fondamental, parce que polluer la nappe phréatique subsaharienne, c'est priver d'eau vraiment des millions, pas des millions, mais des milliers d'habitants, et les pousser vraiment au désespoir. Donc ce que je voulais vous lire simplement, c'est un texte, c'est extrait d'un texte qu'a envoyé une habitante de Insala, qui s'appelle Assina Zegzeg. Et ce texte a été publié en France sur une revue qui s'appelle Basta Mag, si certaines personnes veulent le retrouver. Donc j'en lis un extrait parce qu'en fait, on retrouve exactement la façon dont nous avons fonctionné. Et je pense que c'est très important. Je commence par la fin, mais c'est pas grave. Nous nous sommes réunis et nous avons regardé un film, Gazland. Et nous avons pleuré. Et notre colère s'est exprimée et nous avons décidé que jamais nous n'accepterons, même au sacrifice de nos vies, de laisser l'eau être gaspillée et polluée.
Nous sommes les femmes du désert et nous avons décidé la résistance, le Soumoud. Nous sommes les femmes du désert et nous avons investi avec nos enfants, nos époux, nos parents, nos grands-parents, nos belles-filles, nos gendres, nos amis, la place en face de la Deira, sous-préfecture. Et nous l'avons baptisée Sahat et Soumoud, à savoir Place de la Résistance. place de la résistance. Et je trouve que c'est exactement ce que nous avons fait. Et un grand merci à Joss Fox qui, grâce à son film Gazland, nous a permis de montrer aux gens ce qu'était réellement l'exploitation du gaz de schiste. Hein, et nous a permis, au risque d'ailleurs, lui, il est traité de quoi? De dangereux criminel aux États-Unis. Je finis. Voilà. Merci madame, bravo, merci. Merci عسكرية